Vous avez mentionné le cas de Charlie Kirk, et avec le dernier rassemblement de TPUSA, on voit deux forces s'affronter. D'un côté, il y a Tucker Carlson, accompagné, vous savez même, de Steve Bannon, et de l'autre, on voit Ben Shapiro et ses partisans. Entre les deux, on aperçoit Megyn Kelly, qui essaye, vous savez, d'être des deux côtés, ce qui n'était plus possible après que Ben Shapiro a dit « Vous savez qu'on ne pouvait pas faire ça, qu'il fallait choisir son camp ». Mais quand on regarde TPUSA et les questions que ces jeunes posent, aussi bien à Tucker Carlson qu'à Ben Shapiro, pensez-vous que le mouvement, le sentiment qui s'est créé autour de TPUSA est en train de s'essouffler? Ou bien voyez-vous que, même après l'attaque contre Charlie Kirk, il y a encore des jeunes qui demandent quel est l'intérêt pour les États-Unis de soutenir Israël? Quel est l'intérêt de ces guerres sans fin? Sur quelle question veux-tu que je me concentre? La division, ou bien savoir s'il y a avantage de sentiments anti-guerre au sein de la base conservatrice? La division. Je veux parler de la division, car c'est important pour comprendre le comportement de Benjamin Netanyahu. Eh bien, la division ne concerne pas seulement Israël. Israël est l'un des principaux sujets qui divisent les conservateurs, et c'est une fracture générationnelle. Regardez Nikki Haley, ancienne ambassadrice de Trump à l'ONU, ancienne gouverneure de Caroline du Sud, une néoconservatrice totale qui voulait devenir présidente et a été rejetée par la base républicaine. Son message à Israël pendant le génocide de Gaza était en gros « finissez-les ». Et elle a même signé des obusiers israéliens qui allaient être tirés sur des quartiers civils de Gaza. Son fils, quant à lui, est plutôt centré sur le mouvement Groyper, America First, s'oppose à la relation spéciale entre les États-Unis et Israël et veut être la voix de sa génération. Donc, à bien des égards, c'est une fracture générationnelle. Et cela signifie que les jeunes ont tendance à être plus anti-guerre en général aux États-Unis parce qu'ils se demandent ce que ces guerres leur ont apporté. Qu'ont-elles produit? Leur statut décline. Le niveau de vie aux États-Unis baisse et pourtant le budget militaire américain ne cesse d'augmenter. Ils font donc le lien entre tout cela. Lors de la conférence de TPUSA, quand Ben Shapiro a prononcé son discours de 20 minutes, qui était principalement une attaque contre Tucker Carlson et Candace Owens, il parlait en partie au nom de Donald Trump et de J.D. Vance. Je veux dire, c'était aussi une attaque contre Nick Fuentes. Donc, il attaquait Fuentes au nom de J.D. Vance parce que Fuentes avait appelé l'épouse hindoue de Vance Ajit, ce qui revient à peu près à l'appeler par l'équivalent du mot en haine, et il ne cesse de provoquer J.D. Vance. Et Vance ne peut pas vraiment répondre de manière crédible. Ainsi, Ben Shapiro se positionne comme la voix de l'establishment MAGA, mais aussi comme celle de la classe des donateurs qui influence le comportement de Trump lorsqu'il rencontre Benjamin Netanyahu, lui promettant tout, en gros promettant d'attaquer l'Iran. Donc que Ben Shapiro soit populaire ou non, et il a perdu beaucoup de popularité, on peut le voir dans les chiffres de son podcast. Ils sont en baisse. Il continue de parler au nom de forces très puissantes, et cela montre à quel point la marque America First de Donald Trump a perdu de sa crédibilité. On a quelqu'un comme Ben Shapiro, qui était un Never Trumper au début du premier mandat de Trump et qui a quitté Breitbart parce qu'ils étaient pro-Trump et qui est maintenant le porte-étendard de l'establishment trumpiste. Puis il y a des figures comme Tucker Carlson, l'un des premiers avatars de la marque America First, qui a pris la parole à la Convention républicaine de 2024, a toujours été très proche de Trump et est un ami proche de J.D. Vance. Et pourtant, bien qu'il ait parlé à l'AmFest de TPUSA, il n'est plus vraiment le bienvenu à la Maison-Blanche.
Et à bien des égards, il est en quelque sorte perçu comme un ennemi, parce qu'il a critiqué Trump sur Israël, sur la guerre avec l'Iran, sur tant de sujets où la base se sent trahie. Et puis il y a Candace Owens, qui, je pense, est profondément plongée dans les différentes théories autour de la mort de Charlie Kirk, et elle est utilisée dans la mesure où elle ne peut pas fournir de preuves pour la discréditer par des figures comme Ben Shapiro. Et ensuite, Nick Fuentes est un peu dans son coin, attaquant tout le monde. Il a eu cette sorte de prétendue séquence générationnelle qui semblait très coordonnée et planifiée à travers tous les principaux podcasts de droite. Il s'est entretenu avec Tucker, il s'est entretenu avec Candace. He sat down with Tucker, he sat down with Candace, he sat down with Dave Smith. Il s'est assis avec Dave Smith. Il s'est assis avec Red Scare. L'un après l'autre, on avait l'impression qu'une force puissante le poussait à travers cette soi-disant course générationnelle. Et puis après tout ça, il s'en prend à Candace Owens, se demandant pourquoi elle est en Angleterre pour une chasse aux faisans. Il attaque à nouveau Tucker Carlson après qu'ils se sont soi-disant réconciliés. Et il se moque ouvertement de J.D. Vance. C'est donc une sorte d'agent du chaos qui pourrait même ne pas inciter les gens à voter pour J.D. Vance. Et alors, qu'est-ce que TEPUSA aujourd'hui? Après l'assassinat de Charlie Kirk, c'est essentiellement une immense arnaque au profit des principaux dirigeants restants, ses lieutenants, qui demeurent pour la plupart inconnus du grand public américain, n'ont pas son charisme et manquent de sa finesse politique. And don't have his political acumen. And the only one that's recognizable to the public is Erica Et la seule Kirk. personne reconnaissable du grand public, c'est Erica Kirk, qui a remplacé son mari avec enthousiasme et qui est maintenant la cible, à mon avis, très justifiée, de moqueries sur Twitter. On regarde tous ces mèmes. Une veuve normale, en deuil de son mari, disparaît de la société pendant des mois. Et puis, il y a Erica Kirk. On montre alors une Madonna de 60 ans dansant autour d'une barre sur scène ou une femme tirant des feux d'artifice de son derrière. Voilà les mêmes qui se moquent d'Erica Kirk. Et qu'est-ce qu'Erica Kirk faisait sur scène à TEPUSA? Elle participait à une discussion amicale avec Nicki Minaj, l'une des figures les plus vulgaires issues du monde du rap commercial, qui aujourd'hui donne l'impression qu'un milliardaire proche de Trump l'a tout simplement acheté. Trump crony billionaire bought her, and she's on stage making the case for Trump's Et la voilà sur scène, en train de défendre l'assaut militaire de Trump contre le Nigeria, qui est évidemment une manœuvre pour piller le pétrole et les ressources minérales du pays. Et Erica Kirk est juste là. Vous savez, j'ai dit ça lors de notre diffusion en direct la semaine dernière sur The Grey Zone. Si quelqu'un me faisait sauter la tête, comme un nazi ukrainien ou un fanatique sioniste qui me tirerait dessus pendant un événement public, ma femme, Anya, ne participerait pas à un entretien avec un rappeur vulgaire quelques mois plus tard, avec des effets pyrotechniques. J'en suis certain. Elle ne ferait même pas un entretien avec un rappeur minable de SoundCloud. Ça n'arriverait tout simplement pas. Donc ce n'est pas une personne normale. C'est un individu profondément narcissique et perturbé. Et cela soulève beaucoup de questions sur le mariage dès le départ. Mais cela rebute une grande partie du public, alors que TEPUSA est censé être la base de l'opération de mobilisation électorale pour quelqu'un comme J.D. Vance, qui est supposé être assuré d'obtenir l'investiture. Pourtant, J.D. Vance ne l'est pas, car on le considère trop proche de Tucker Carlson, et l'aile suprémaciste juive du mouvement pro-Trump n'aime pas vraiment J.D. Vance. Il ne leur montre pas assez de déférence. Je pense donc qu'ils ont préparé le terrain pour leur propre ruine électorale, à commencer par les élections de mi-mandat, et que celui qui a assassiné Charlie Kirk, supposons qu'il s'agisse de Tyler Robinson, supposons qu'il s'agissait peut-être d'un furry trans qui pensait que Charlie Kirk était un bigot anti-trans. Cette personne a en réalité éliminé l'une des figures les plus efficaces de la droite. Et maintenant, la droite est en plein désarroi. C'est presque comme l'assassinat d'Yitzhak Rabin, qui a complètement détruit le camp de la paix en Israël.
un assassinat d'ailleurs, que la veuve de Rabin a accusé Netanyahou d'avoir encouragé. Souvenez-vous, Netanyahou a dû démentir à 2 reprises les théories selon lesquelles il serait responsable de la mort de Charlie Kirk. Il semble toujours avoir une certaine proximité avec des assassinats historiques, mais celui-ci a porté un coup puissant à la droite et a révélé toutes les divisions sous-jacentes. Max, Netanyahou essaie de se rapprocher à la fois de Chypre du Sud et de la Grèce. Penses-tu que c'est une sorte de manœuvre de sa part pour contrer la Turquie? Parce que la partie nord de Chypre est sous contrôle turc et la partie sud sous contrôle grec. Que peut-il faire d'autre? Je ne vois pas vraiment l'importance des démarches qu'il entreprend. Quel est le but final à Chypre et en Grèce? C'est bien cela. Israël a installé de nombreuses stations d'écoute, utilisées par son unité 8200, son équivalent de la NSA, sur et autour du territoire grec. Ses ventes d'armes à la Grèce progressent à un rythme record. Il effectue des survols du territoire grec. Le gouvernement grec, très favorable à l'OTAN, prend presque ouvertement parti pour Israël dans son conflit avec la Turquie. Et puis il y a Chypre, qui est en train d'être colonisée par des Israéliens, principalement des Israéliens fortunés. Et cette colonisation devient un vecteur d'infiltration du renseignement israélien. Ils achètent énormément de terres à Chypre. Israël y met en place des centres communautaires. Et cela se fait avec une opposition locale, mais sans opposition gouvernementale. Encore une fois, il s'agira d'une base pour contrer la Turquie en Méditerranée. Et puis il y a la Syrie, où Israël a décidé que la Turquie ne devait pas y prendre pied et attaque donc constamment le gouvernement syrien, ce qui le met en désaccord avec Trump. Et il semble que Trump ait conclu une sorte d'accord avec MBS lors de leur rencontre, en échange de tout cet argent de corruption, pour défendre le gouvernement d'Ahmed al-Shara en Syrie. Ce que l'Arabie saoudite veut, c'est un ancrage majeur là-bas. Des investissements dans les infrastructures, des investissements dans les infrastructures pétrolières. Et Trump suit leur ligne pendant qu'Israël résiste. Ainsi, Israël essaie d'établir un mini-empire qui s'étend de la Méditerranée jusqu'au Bab el-Mandeb et à la mer Rouge, où il a reconnu le Somaliland et est devenu, je crois, le premier pays à reconnaître officiellement le Somaliland. Pendant ce temps, plus de 30 pays ont reconnu un État palestinien. Israël cherche donc à obtenir un accès à des pays couvrant toute la région, et il compte utiliser cet accès pour établir des bases militaires, des centres d'écoute, des droits de survol et devenir une puissance régionale capable de résister aux États-Unis si ceux-ci tentent de remettre leurs chiens d'attaque en laisse. Netanyahou a annoncé un plan de production militaire nationale de 100 milliards de dollars pour fabriquer des plateformes. Par le passé, les États-Unis ont interdit à Israël de produire son propre avion de combat national car ils voulaient tirer profit de la vente des F-15, F-18 et Mannesmank. Cet argent retourne aux dirigeants de Lockheed Martin et d'autres producteurs de ces plateformes de haute technologie. Mais maintenant, Netanyahou défie ouvertement les États-Unis et dit « Vous allez continuer à nous donner de l'aide et nous allons développer notre programme national. » Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite disposent de milliers de milliards de dollars à investir. Mais les États-Unis ne leur permettraient jamais de faire cela tout en protégeant simultanément leurs puits de pétrole. Israël, lui, s'en est affranchi. Il est évident qu'Israël n'agit pas au nom des États-Unis et qu'il est prêt à aller à l'encontre des intérêts américains dans sa volonté de s'imposer comme puissance hégémonique régionale. Certains iraient même jusqu'à dire mondiale. Donald Trump
Donald Trump est arrivé au pouvoir en janvier 2025 avec 2 conflits majeurs et un conflit potentiel. L'Ukraine, la situation en Israël et à Gaza, et le conflit potentiel avec Taïwan. Et maintenant, à la fin de l'année 2025, nous avons un nouveau conflit en Amérique latine, contre le Venezuela. Il regarde les chiffres, il ne réduit pas les conflits, il les multiplie. Alors, quelle importance le Venezuela a-t-il aujourd'hui pour Donald Trump? Oui, il augmente le nombre de conflits et le rythme des attaques américaines contre des pays déjà visés par les États-Unis. La Somalie, par exemple. Un nombre record de frappes aériennes américaines sur la Somalie, tandis que Trump appelle à l'expulsion de tous les Somaliens des États-Unis, y compris des citoyens américains. Le Venezuela est un conflit complexe et à plusieurs niveaux, dans lequel Trump s'est d'abord impliqué à cause de son obsession pour l'expulsion massive des Vénézuéliens, dont la plupart étaient entrés légalement aux États-Unis grâce au programme TPS. Et pour mettre fin à ce programme, Trump a dû invoquer, c'est le raisonnement de son Joseph Goebbels, Stephen Miller, qui est en quelque sorte son cerveau et la voix de toute la politique de déportation et de frontières, que Trump devait déclarer ou justifier légalement que les États-Unis étaient d'une certaine manière en guerre avec le Venezuela afin d'invoquer l'Alien Enemies Act de 1798. Et si les États-Unis étaient en guerre avec le Venezuela, tous ces migrants vénézuéliens seraient considérés comme des ennemis qu'il faudrait expulser. C'est ainsi qu'ils pourraient mettre fin au programme TPS et les renvoyer légalement. C'est ce que les États-Unis ont fait aux citoyens britanniques présents sur leur territoire en 1798. Alors, Stephen Miller est allé voir Trump et lui a dit « Faisons simplement la guerre au Venezuela et ensuite nous pourrons le faire. » Et Trump a répondu « Parfait. » Marco Rubio, le secrétaire d'État de Trump et directeur du Conseil de sécurité nationale, veut attaquer le Venezuela pour des raisons idéologiques. Cela détruirait le moteur économique de la gauche latino-américaine et priverait Cuba d'énergie. Ensuite, dans l'esprit de Marco Rubio, Cuba commencerait à s'effondrer, car la population ne serait tout simplement plus capable de maintenir un réseau électrique. Il n'y aura plus de pétrole, en laissant de côté le fait que le Mexique exporte beaucoup de pétrole vers Cuba. C'est ainsi qu'il raisonne. Toute cette opération, à laquelle Pete Hegseth s'est empressé de se joindre après le fiasco de Signalgate pour démontrer son succès et sa loyauté envers la mission, s'appelait Opération Lance du Sud. Elle a commencé par de fausses opérations anti-drogue, au cours desquelles de petits bateaux de pêche ont été attaqués par des équipes de Navy SEAL et des drones, tuant tous les hommes à bord, y compris lors de frappes doubles. C'était évidemment une fraude. Ces frappes n'avaient aucune valeur en matière de lutte contre le trafic de drogue. Mais l'objectif, selon la chef de cabinet de la Maison-Blanche, Susie Wiles, dans une interview très révélatrice accordée à Vanity Fair, était de continuer à frapper ces bateaux jusqu'à ce que Maduro capitule. Eh bien, ils ont continué à frapper les bateaux. Maduro n'a pas capitulé. Cela a en réalité provoqué un scandale à Washington, car une vidéo de la frappe en double a circulé, horrifiant de nombreux sénateurs et membres du Congrès. Hegseth a refusé de publier la vidéo. Maduro reste en place jusqu'en novembre, et il commence à déplacer les frappes vers le Pacifique oriental, là où se déroule réellement le trafic de drogue. Le Venezuela n'est pas vraiment le principal point d'origine des drogues à destination des États-Unis. J'ai moi-même fait une petite analyse hier pour savoir quand la dernière frappe au large des côtes vénézuéliennes avait eu lieu. C'était le 20 novembre, il y a plus d'un mois, ce qui signifie que la première phase de l'opération Southern Spear est entièrement terminée et qu'ils ont abandonné toute justification anti-drogue pour faire pression sur le Venezuela.
Désormais, ils sont passés à la saisie des pétroliers vénézuéliens. Trump a annoncé une quarantaine des pétroliers vénézuéliens afin d'étrangler l'économie du Venezuela. Ils ont saisi 2 pétroliers. Il y en a un autre, appelé le Bella One, qui navigue actuellement vers le nord dans l'Atlantique, et les gardes-côtes n'ont pas réussi à le monter à bord, malgré leurs tentatives. L'équipage a refusé de les laisser entrer. Ils ont peint un drapeau russe sur le flanc du navire et déclaré qu'ils appartenaient à la Russie. Il semble que les gardes-côtes vont effectivement échouer à monter à bord du Bella One, ce qui constitue un épisode stupéfiant d'erreurs et d'échecs militaires. PDVSA, la principale compagnie pétrolière du Venezuela, ne modifie aucunement son calendrier d'exportation ou de déchargement du pétrole. Les pétroliers continuent de quitter le Venezuela, comme l'a rapporté Reuters hier. Et pendant ce temps, 10% de la marine américaine sont déployés au large des côtes du Venezuela, avec davantage de forces spéciales mises en avant. Que font-ils là-bas? Combien de temps cela peut-il durer? Quel est le but? Où cela mène-t-il? Personne ne le sait. L'opinion publique américaine y est fermement opposée. L'opinion publique vénézuélienne y est également opposée, quelles que soient ses opinions sur Maduro. Et Trump n'a aucune stratégie de sortie claire sans perdre la face. Les médias américains commencent à comprendre que Maduro ne partira pas. Alors, que va-t-il se passer ensuite? C'est la question, je pense, car tout le monde parle des propos erratiques et décousus de Trump, d'abord dans une émission de radio, puis lors de sa rencontre avec Netanyahou, à propos d'une frappe secrète des États-Unis sur un port qu'il a qualifié de centre de déchargement de drogue au Venezuela. Et il semblait qu'il faisait en réalité référence à un incendie dans une usine de fourniture pour le bétail à Maracaibo appelée Primazol. Il semble qu'il ait peut-être inventé cette histoire. Mais la question que je me pose est la suivante. Dit-il vraiment que les États-Unis ont frappé le Venezuela pour se donner une porte de sortie, de la même manière qu'il s'est offert, ainsi qu'à Israël, une issue à la guerre de 12 jours avec l'Iran, en lançant l'opération Midnight Hammer, au cours de laquelle le bombardier B-2 a attaqué Fordo, sans parvenir à détruire les stocks d'uranium, mais offrant à Trump au moins la justification pour dire « Très bien, ça suffit, tout le monde arrête de se battre ». Est-ce la tentative de Trump de se dégager d'une situation où il perd la face, où des scandales éclatent chaque semaine, et où ils ne parviennent même pas à arrêter un pétrolier avançant lentement? Je pense que nous aurons la réponse à cela au début de la nouvelle année.